Signe ou dégage, s'est moqué mon mari, en agitant des papiers dans la maison que j'avais entièrement payée. Il a ricané, comme si me mettre à la porte allait me briser. J'ai signé, posé les clés sur la table et je suis parti. Le lendemain matin, son avocat d'élite lui a hurlé, « Avez-vous la moindre idée accent aigu DECE que vous venez de la laisser faire ?» Je m'appelle Agatha, j'ai 35 ans. Si vous avez déjà eu à défendre ce qui vous revient de droit, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour suivre mon parcours pour reconquérir ce qui était à moi. J'ai grandi dans une petite ville de Pennsylvanie où le travail acharné n'était pas seulement valorisé, mais attendu. Mon père était mécanicien et travaillait 60 heures par semaine au garage local, ses mains tachées en permanence d'huile de moteur, peu importe à quel point il les frotterait chaque soir pour les nettoyer. Ma mère était infirmière à l'hôpital communautaire, faisant souvent des gardes doubles pour aider à joindre les deux bouts. C'étaient des gens honnêtes et travailleurs qui m'ont appris la valeur de l'indépendance et de la détermination. Dès mon plus jeune âge, j'ai rêvé de liberté financière. J'ai vu mes parents lutter pour payer les factures malgré leur éthique de travail implacable, et je me suis promis que mon avenir serait différent. Je me suis plongé dans les livres, étudiant tard dans la nuit pendant que mes amis du lycée sortaient s'amuser. L'effort a payé lorsque j'ai reçu une bourse complète pour une université de l'Ivy League, devenant la première personne de ma famille à aller à l'université. L'université était à la fois terrifiante et exaltante. Je me sentais déplacé parmi des camarades de classe issus de la richesse et des privilèges, mais j'ai refusé de me laisser intimider. J'ai redoublé d'efforts dans mes études, me spécialisant en commerce et finance, et j'ai été diplômé summa cum laude. Mes parents étaient assis dans le public lors de la remise des diplômes, des larmes coulant sur leur visage. Ce moment reste l'une de mes plus grandes fiertés. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une petite start-up technologique à Boston. Le salaire était modeste, mais je voyais un potentiel de croissance. J'ai travaillé sans relâche, arrivant avant tout le monde et partant bien après la tombée de la nuit. Mon premier appartement était un minuscule studio avec à peine assez de place pour un lit et un bureau, mais il était à moi, payé avec mon propre argent, et cela signifiait tout pour moi. Ma percée est survenue 2 ans après mon entrée en fonction, lorsque j'ai développé une stratégie marketing qui a transformé notre entreprise d'une entité inconnue en un leader du secteur. La campagne se concentrait sur de vraies personnes utilisant nos produits pour résoudre des problèmes quotidiens, créant un lien avec les consommateurs que nos concurrents n'avaient pas réussi à établir. Les revenus de l'entreprise ont triplé en 6 mois et, soudain, tout le monde voulait connaître l'esprit derrière la stratégie. Mon ascension dans la hiérarchie a été rapide après cela. J'ai été promue directrice marketing, puis directrice générale du marketing avant mes 30 ans. Les récompenses financières ont suivi et j'ai commencé à bâtir la fortune dont j'avais toujours rêvé. J'étais prudente avec mon argent, investissant judicieusement et vivant en dessous de mes moyens malgré mes revenus croissants. J'ai vu mon compte en banque passer de milliers à des centaines de milliers, puis finalement à des millions. C'est lors d'un gala de charité très en vue que j'ai rencontré Richard pour la première fois. J'avais fait un don de $50 000 pour une collecte de fonds d'un hôpital pour enfants et, en tant que donatrice majeure, j'étais assise à la table principale. Richard était là, représentant son cabinet d'avocats, qui était également l'un des sponsors de l'événement. Il était d'une beauté frappante dans son smoking parfaitement taillé, avec des cheveux noirs, des yeux bleus intenses et une assurance qui commandait l'attention. Pendant le dîner, il a posé des questions réfléchies sur ma carrière et a semblé sincèrement impressionné par mes réalisations. Contrairement à de nombreux hommes avec qui j'étais sorti, qui étaient intimidés par mon succès, Richard semblait l'admirer. Il écoutait attentivement pendant que je parlais de mon travail, posant des questions perspicaces qui montraient qu'il était vraiment engagé. Quand il m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, j'ai ressenti cette palpitation d'excitation qui avait été absente de ma vie amoureuse pendant des années. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant exclusif surplombant le port de Boston. La conversation coulait sans effort alors que nous partagions des histoires sur notre enfance, nos ambitions professionnelles et nos visions de la vie. Richard a parlé de son travail d'avocat d'affaires et de son rêve de créer un jour son propre cabinet. Il parlait avec une telle passion que je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par lui. Ce qui a suivi a été une idylle fulgurante digne d'un conte de fées. Richard m'a emmené dans les meilleurs restaurants, m'a surprise avec des escapades de week-end dans de charmants bed and breakfast au Vermont, et a même une fois organisé une visite privée d'une nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts. Il était attentionné, romantique et semblait soutenir ma carrière et mon indépendance. Le soir où il m'a demandé en mariage, 6 mois après notre rencontre, il m'a ramené au gala de charité où nous nous étions rencontrés pour la première fois, qui se tenait à nouveau.
Cette fois, lorsque les remerciements aux donateurs ont été lus, l'hôte a annoncé un don spécial en mon nom. Richard avait fait un don de $100 000 à l'hôpital pour enfants en mon honneur. Alors que j'étais assise là, stupéfaite, il s'est agenouillé et m'a présenté une magnifique bague en diamant. J'ai dit oui sans hésiter, croyant avoir trouvé un partenaire qui m'appréciait vraiment pour qui j'étais. Richard ne cessait de louer mon sens des affaires, mon indépendance et ma détermination. Il me disait à quel point c'était rafraîchissant d'être avec une femme qui avait ses propres objectifs et réalisations. J'ai cru chaque mot, n'imaginant jamais que les traits mêmes qu'il prétendait admirer deviendraient plus tard la source de son ressentiment. À cette époque, nous restions éveillés tard dans la nuit à discuter de notre avenir ensemble. Richard parlait de nous comme d'égaux, des partenaires de vie qui soutiendraient les rêves de l'autre. Il a même suggéré qu'un jour nous pourrions créer une entreprise ensemble, combinant mon expertise en marketing avec ses connaissances juridiques. Tout ce qu'il disait et faisait renforçait ma conviction d'avoir trouvé quelqu'un qui ne me demanderait jamais de me diminuer pour son ego. Comment aurais-je pu savoir alors que l'homme qui me tenait les mains et promettait de chérir ma force essaierait plus tard de la briser, que les mêmes lèvres qui louaient mon indépendance me ricaneraient au nez pour que je cède tout ce que j'avais construit. Mais j'anticipe. À l'époque, tout ce que je voyais était le début de ce que je pensais être mon « heureux pour toujours ». Le jour de notre mariage est arrivé exactement 1 an après notre première rencontre. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé, une cérémonie élégante dans un domaine historique près de Boston. 200 invités ont été témoins de notre union, y compris mes fiers parents et le vaste réseau de collègues et d'amis de Richard issus du milieu juridique. Mon père, habituellement un homme de peu de mots, a prononcé un discours sincère sur le fait que Richard était le fils qu'il n'avait jamais eu, et à quel point il était reconnaissant de me voir avec quelqu'un qui appréciait ma force et ma détermination. Dans les mois précédant le mariage, j'avais pris une décision importante. Avec mes investissements qui se portaient exceptionnellement bien et une prime substantielle de mon travail, j'ai décidé d'acheter la maison de nos rêves. La propriété était un magnifique manoir colonial dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Boston, avec 6 chambres, 7 salles de bain, une piscine et des jardins méticuleusement aménagés. Le prix était de $3 millions, une somme qui aurait semblé impossible à la jeune fille de Pennsylvanie, mais que je pouvais maintenant me permettre. Le manoir présentait des plafonds hauts avec des moulures couronnées sculptées à la main, des parquets d'origine qui brillaient au soleil, et des fenêtres allant du sol au plafond qui inondaient chaque pièce de lumière naturelle. La suite principale occupait une aile entière du 2e étage avec un coin salon, une cheminée et une salle de bain qui rivalisaient avec celle des hôtels de luxe. La cuisine était le rêve d'un chef avec des appareils haut de gamme, des armoires sur mesure et des comptoirs en marbre. Il y avait même une cave à vin au sous-sol pouvant contenir plus de 1000 bouteilles. Quand j'ai montré la maison à Richard, ses yeux se sont écarquillés d'appréciation. Il a parcouru chaque pièce, admirant le savoir-faire et les détails architecturaux. Quand je lui ai dit que j'envisageais de l'acheter, il m'a serré dans ses bras et a dit « C'est parfait pour nous, chérie. Tu as un tel œil pour la valeur. Cette propriété ne fera que prendre de la valeur avec le temps. Ton sens des affaires ne cesse de m'étonner. » J'ai acheté la maison à mon nom car nous n'étions pas encore mariés, et parce que je la payais entièrement avec mes propres fonds. Richard n'a jamais objecté à cet arrangement. En fait, il a loué mon sens des finances, disant que c'était tout à fait logique pour des raisons fiscales. Je me souviens d'avoir ressenti une lueur chaleureuse d'appréciation pour son soutien à mon indépendance. La première année de notre mariage a été idyllique. Nous avons beaucoup voyagé, visitant Paris, Rome et Tokyo. Nous organisions de somptueux dîners où Richard me présentait fièrement à ses collègues et amis, se vantant de mes réalisations professionnelles et de mes perspectives commerciales. Nous semblions être le couple de pouvoir parfait, chacun réussissant de son côté, mais plus fort ensemble. Le premier signe de problème est apparu si subtilement que je l'ai presque manqué. Nous discutions des rénovations du jardin quand j'ai mentionné vouloir installer un espace de méditation d'inspiration japonaise. Richard a légèrement froncé les sourcils et a dit « Es-tu sûr que c'est un bon investissement ? Ça semble être une dépense inutile. » J'ai été décontenancé. Le coût était minime par rapport à nos ressources, et il n'avait jamais remis en question mes dépenses auparavant. J'ai balayé cela d'un revers de main, le considérant comme une préoccupation momentanée, mais des commentaires similaires ont commencé à apparaître plus fréquemment. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture, Richard m'a demandé si je l'avais consulté d'abord. Quand j'ai fait un don à mon alma mater, il a demandé si nous ne devrions pas être plus conservateurs avec nos dons de bienfaisance. Chaque commentaire était fait avec un sourire ou sur un ton désinvolte qui rendait difficile de s'y opposer sans paraître trop sensible.
Puis est venue la suggestion qui a commencé à changer notre dynamique de manière plus spectaculaire. Un soir, au dîner, Richard a mentionné que son cabinet d'avocat se développait et qu'il prenait en charge des clients plus importants. Tu sais, Agatha, a-t-il dit en prenant une gorgée de vin, il serait peut-être temps pour toi d'envisager de prendre du recul par rapport à ta carrière. Nous sommes financièrement en sécurité maintenant, et ce serait le moment idéal pour commencer à penser à fonder une famille. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Nous avions discuté d'enfants, bien sûr, mais toujours dans le contexte d'un équilibre entre la famille et nos deux carrières. Richard avait précédemment exprimé son admiration pour les femmes cadres qui géraient avec succès la maternité et la vie professionnelle. Son changement soudain de perspective m'a complètement prise au dépourvu. Quand je lui ai rappelé nos conversations antérieures sur le maintien de nos deux carrières, il a semblé presque confus. Ai-je dit cela? Je suppose que je n'avais pas pleinement considéré à quel point ce serait exigeant pour toi de jongler avec les deux. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour notre future famille. Tu ne voudrais pas que nos enfants soient élevés par des nounous, n'est-ce pas? La conversation m'a laissé mal à l'aise, mais j'ai essayé de rationaliser ses préoccupations comme provenant d'un sentiment de bienveillance. Pourtant, j'ai remarqué que Richard commençait à faire plus de commentaires sur les collègues féminines qui avaient quitté le monde du travail après avoir eu des enfants, présentant toujours leurs décisions comme sages et admirables. Le comportement de Richard à l'égard de mes finances a également continué à changer. Il a commencé à demander à examiner nos comptes ensemble, suggérant qu'en tant que couple marié, nous devrions être totalement transparents. Bien que cela semble raisonnable en surface, son examen de mes dépenses personnelles est devenu de plus en plus envahissant. Il a remis en question les achats que je faisais, les investissements que j'envisageais, et même de petites dépenses comme un déjeuner avec des collègues. Un soir, je suis rentré tard du travail pour trouver Richard dans mon bureau à domicile, mon ordinateur portable ouvert devant lui. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a souri nonchalamment et a dit « Je regarde juste certains de nos investissements. J'ai remarqué que tu as déplacé des fonds la semaine dernière. » Le fait qu'il ait accédé à mon ordinateur sans permission m'a glacé le sang. Quand je l'ai souligné, son expression s'est assombrie un instant avant qu'il ne se reprenne avec un rire. « Agatha, on dirait que je t'espionnais. Nous sommes mariés. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Je m'intéressais simplement à notre santé financière. La nôtre, pas la tienne. » Le subtil changement de langage ne m'a pas échappé. Ni le fait que Richard n'avait jamais parlé de ses propres finances comme des nôtres ou ne m'avait invité à examiner ses comptes. J'ai commencé à sentir un nœud d'anxiété grandir dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. C'était Richard, l'homme qui m'avait fait chavirer, qui avait semblé si fier de mon indépendance. Pourtant, les commentaires continuaient de s'accumuler. « Tu es trop indépendante pour ton propre bien », disait-il parfois en riant, après que j'ai pris une décision sans le consulter. Parfois, je me demande si tu as même besoin de moi, avec une expression qui se voulait une blague, mais qui contenait une pointe de ressentiment. Le Richard qui avait autrefois loué ma force semblait maintenant menacé par elle. L'homme qui avait admiré mon succès professionnel remettait maintenant en question chacun de mes mouvements financiers. Je me suis retrouvé de plus en plus confuse, me demandant si je surréagissais ou si le partenaire de soutien que je pensais avoir épousé révélait lentement une facette complètement différente. Au cours de notre deuxième année de mariage, les changements subtils chez Richard sont devenus plus prononcés. L'homme chaleureux et encourageant dont j'étais tombée amoureuse était de plus en plus distant et froid. Nos conversations au dîner, autrefois remplies de discussions animées et de rires partagés, se sont transformées en affaires silencieuses ou en monologues critiques de Richard sur mes défauts. Rien de ce que je faisais ne semblait plus lui plaire. Si je portais une robe que j'adorais à une fonction professionnelle, il commentait qu'elle était trop révélatrice ou inappropriée. « Cette robe te donne l'air d'en faire trop, Agatha. Une femme de ta position devrait s'habiller avec plus de retenue. » La même robe qu'il avait complimentée auparavant devenait maintenant la cible de ses critiques. Mon cercle d'amis, que Richard avait initialement adopté, est progressivement devenu un autre point de discorde. Il faisait des remarques dédaigneuses sur mon amie d'université, Stéphanie, la qualifiant d'immature et de mauvaise influence à cause de son récent divorce. Mon collègue de travail, Thomas, était jugé inapproprié parce que Richard prétendait qu'il avait clairement des intentions romantiques, bien que Thomas soit heureusement marié avec 3 enfants. Même mon style de gestion au travail est devenu sujet aux critiques constantes de Richard. Il remettait en question mes décisions de promouvoir certains membres de l'équipe ou mon approche des relations avec les clients. « Peut-être devrais-tu être plus ferme avec ton équipe »,
suggérait-il, il semble profiter de ta gentillesse, ou, ce client t'utilise clairement. Tu dois être plus assertive. Un après-midi, je suis rentré tôt du travail avec une migraine et j'ai décidé de vérifier mes emails avant de m'allonger. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai découvert que ma messagerie était déjà ouverte avec plusieurs messages marqués comme lus que je n'avais pas consultés. Une vérification rapide de mon historique de navigation a montré que quelqu'un avait également consulté mon portail bancaire et mes comptes d'investissement. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que Richard devait surveiller systématiquement mes communications et mes finances. Je me suis senti violé d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, comme si les espaces privés de ma vie avaient été envahis à mon insu et sans mon consentement. Ce soir-là, j'ai confronté Richard à propos de ce que j'avais trouvé. Je m'attendais à un déni ou peut-être même à de la honte, mais sa réponse m'a laissé sans voix. « Oui, j'ai vérifié tes emails et tes comptes », a-t-il admis sans la moindre trace de remords. « En tant que ton mari, j'ai le droit de savoir ce que tu fais. Je m'inquiète pour toi, Agatha. Tu es si confiante, et il y a des gens qui pourraient en profiter. » Lorsque j'ai exprimé que ces actions ressemblaient à une violation de ma vie privée, son comportement a changé instantanément. Ses yeux se sont rétrécis et sa voix a pris un ton blessé que je commençais à reconnaître comme manipulateur. « Je ne peux pas croire que tu vois mon inquiétude comme une violation, » a-t-il dit, la voix légèrement brisée. « Je fais ça parce que je t'aime tellement que la pensée de te perdre me terrifie. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'aimer quelqu'un au point de craindre constamment qu'il ne te quitte ?» Sa performance était si convaincante que pendant un moment, je me suis retrouvé à m'excuser auprès de lui, à le réconforter pour la douleur causée par mon objection tout à fait raisonnable à son invasion de ma vie privée. Ce n'est que plus tard, seul dans la salle de bain où j'étais allé pour me ressaisir, que j'ai reconnu la manière magistrale dont il avait retourné la situation, se faisant passer pour la victime alors qu'il était clairement le fautif. Après cet incident, Richard est devenu encore plus manifeste dans ses efforts pour m'isoler de mon réseau de soutien. Il créait des urgences de travail de dernière minute qui nous forçaient à annuler des dîners avec mes amis. Quand mes parents prévoyaient de nous rendre visite, ils se souvenaient soudainement d'une conférence importante à laquelle nous devions tous les deux assister hors de l'État. Chaque annulation venait avec une explication apparemment raisonnable, mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Ma vie sociale autrefois vibrante s'est réduite jusqu'à ce que des semaines passent sans que je ne voie personne en dehors du travail et de Richard. Même mes relations professionnelles ont commencé à en souffrir, car Richard m'appelait plusieurs fois par jour, souvent avec des questions ou des préoccupations insignifiantes qui nécessitaient mon attention immédiate. Mes collègues ont remarqué les interruptions constantes, et je pouvais sentir leur malaise croissant en ma présence. L'isolement m'a rendu de plus en plus dépendante de Richard pour le lien émotionnel, ce qui, je le réalise maintenant, était exactement son intention. Sans la perspective d'amis ou de famille, il lui était plus facile de contrôler le récit de notre relation et ma perception de la réalité. Puis est venue une découverte qui a jeté une nouvelle lumière sur le comportement de Richard. En cherchant un document dans notre bureau à domicile, j'ai trouvé des relevés financiers du cabinet d'avocats de Richard qu'il avait clairement tenté de cacher. Les documents révélaient que son cabinet était en grave difficulté financière, avec des dettes croissantes et des revenus clients en baisse. Ces révélations m'ont stupéfié. Richard avait toujours présenté son cabinet comme florissant et prospère. Il conduisait une voiture de luxe, portait des costumes de créateurs et n'hésitait jamais à payer l'addition dans des restaurants chers lorsqu'il dînait avec des collègues. Il semblait qu'une grande partie de cela était financée par la dette et des manœuvres financières de plus en plus désespérées. Quand j'ai abordé doucement Richard à propos de ce que j'avais trouvé, offrant mon aide avec mes propres ressources et mon expertise commerciale, sa réaction a été explosive. « Tu n'avais aucun droit de regarder ces documents », a-t-il crié, le visage rouge de colère. « C'est mon affaire, pas la tienne. Penses-tu que j'ai besoin que ma femme me sauve ? Quel genre d'homme cela ferait-il de moi ? Un vrai homme n'a pas besoin que sa femme le soutienne financièrement. » Ces paroles ont révélé une fierté toxique et des vues profondément traditionnelles sur les rôles de genre qu'il avait soigneusement dissimulés pendant notre cours. L'homme qui avait soi-disant admiré mon indépendance financière semblait maintenant la voir comme une menace pour sa masculinité plutôt que comme un atout pour notre partenariat. Dans les semaines qui ont suivi, Richard a commencé à faire des commentaires plus fréquents sur le fait que tous nos actifs devraient être gérés ensemble, avec lui comme décideur principal. Après tout, disait-il, en tant qu'homme de la maison, il est de ma responsabilité d'assurer notre sécurité financière. Chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, je ressentais un sentiment d'alarme croissant.
Le décalage entre le partenaire progressiste et encourageant qu'il s'était présenté être pendant notre cours et le mari contrôlant et traditionnel qu'il se révélait être s'élargissait de jour en jour. J'ai commencé à me demander comment j'avais pu manquer ces signaux d'alarme, comment j'avais pu tomber amoureuse de quelqu'un dont les valeurs étaient si fondamentalement opposées aux miennes. Mais Richard avait été prudent, me montrant exactement ce que je voulais voir jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment en sécurité dans la relation pour révéler sa vraie nature. Telle une grenouille dans une marmite d'eau qui chauffe lentement, les changements s'étaient produits si graduellement que je n'avais pas reconnu le danger avant d'être déjà allé trop loin. Alors que les problèmes financiers de Richard s'aggravaient, ses efforts pour contrôler nos ressources communes aussi. Il devenait de plus en plus clair qu'il considérait ma richesse non pas comme la mienne, mais comme une solution à ses problèmes. La question était juste de savoir jusqu'où il était prêt à aller pour mettre la main sur ce que j'avais travaillé si dur à construire. Le moment charnière qui m'a finalement ouvert les yeux sur toute l'étendue de la tromperie de Richard est arrivé un mardi soir ordinaire. J'étais rentré tôt d'un dîner d'affaires qui s'était terminé plus tôt que prévu et j'allais appeler pour faire savoir à Richard que j'étais à la maison quand je l'ai entendu parler dans son bureau. Sa voix avait un ton conspirateur qui m'a fait m'arrêter dans le couloir. « Je dois agir vite sur ce coup, Jacob, » disait Richard, sa voix plus basse que d'habitude mais toujours audible à travers la porte entr'ouverte. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Une fois ces papiers signés, j'aurai enfin ce qui me revient de droit. Je suis resté figé, mon cœur battant dans ma poitrine. Bien qu'il n'ait pas mentionné mon nom, je savais instinctivement qu'il parlait de moi. Jacob était l'un de ses collègues au cabinet, un homme que j'avais rencontré plusieurs fois lors de réceptions d'entreprise, qui m'avait toujours regardé avec une attitude légèrement dédaigneuse. « Je pense que tu prends un risque ici », ai-je entendu Jacob répondre par le haut-parleur. « Elle n'est pas stupide, Richard. Elle a bâti cette fortune elle-même. » Richard a ri, un son si froid et si peu familier que j'en ai eu la chair de poule. « Elle est peut-être douée pour les campagnes marketing, mais elle ne connaît rien aux affaires juridiques. Elle me fait entièrement confiance. Au moment où elle réalisera ce qui s'est passé, il sera trop tard. La maison, les investissements, tout sera sous mon contrôle. » Je me suis retiré en silence, retournant à ma voiture dans le garage où je me suis assise, tremblant de choc et de trahison. L'homme que j'avais épousé, l'homme à qui j'avais confié mon cœur et ma vie, complotait pour voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Une fois le choc initial passé, je me suis forcé à penser clairement. Je devais comprendre exactement ce que Richard préparait et jusqu'où il était allé dans son plan. Cette nuit-là, j'ai fait comme si de rien n'était, jouant le rôle de l'épouse inconsciente, tandis que mon esprit s'emballait avec des plans et des éventualités. Le lendemain matin, j'ai attendu que Richard parte au travail avant de commencer mon enquête. Dans son bureau à domicile, j'ai soigneusement fouillé ses dossiers, trouvant des brouillons de documents juridiques cachés dans un tiroir verrouillé que j'ai ouvert avec la clé de rechange qu'il ne savait pas que j'avais. Ce que j'ai découvert a confirmé mes pires craintes. Richard avait systématiquement transféré de petites sommes de nos comptes joints vers un compte séparé à son seul nom. Les transferts étaient soigneusement programmés et dimensionnés pour éviter de déclencher des alertes, une stratégie qui témoignait d'une planification délibérée à long terme. Plus alarmant encore, j'ai trouvé des projets de documents pour une fiducie révisée qui donnerait à Richard le contrôle total de mes actifs, y compris la maison. Le langage était rempli de jargon juridique, clairement conçu pour masquer le véritable objectif du document à quelqu'un sans formation juridique. Si j'avais signé ces papiers sans un examen attentif, j'aurais effectivement cédé tout ce que je possédais. Les mains encore tremblantes de la découverte, j'ai appelé Julia Winters, une avocate avec qui je m'étais lié d'amitié lors d'une négociation commerciale des années auparavant. Julia était spécialisée en droit de la famille et en divorce aux actifs, bien que je n'ai jamais imaginé avoir besoin de ses services pour moi-même. « Agatha, tu dois être extrêmement prudente », m'a averti Julia après que je lui ai expliqué la situation. Ce que tu décris ressemble à de la violence financière et, d'après les documents que tu as trouvés, Richard semble préparer quelque chose qui pourrait potentiellement te laisser sans rien. Violence financière. Le terme m'a frappé comme un coup physique. J'avais entendu parler de violence émotionnelle et physique, mais je n'avais jamais considéré que le contrôle systématique et la manipulation des finances pouvaient aussi être une forme de violence. Pourtant, alors que Julia expliquait les schémas et les tactiques couramment utilisés, j'en ai reconnu tellement dans le comportement de Richard au cours de la dernière année. Sous la direction de Julia, j'ai commencé à rassembler des preuves et à prendre des mesures pour protéger mes actifs. J'ai fait des copies de tous les documents que j'avais trouvés et les ai stockés dans un endroit sûr en dehors de notre maison.
J'ai vérifié le titre de propriété de la maison, confirmant qu'il était toujours uniquement à mon nom, et j'ai contacté ma banque pour mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires sur mes comptes personnels. Ce que Richard ne sait pas, a expliqué Julia, c'est que puisque la maison est uniquement à ton nom et a été achetée avant votre mariage avec tes fonds propres, il lui serait très difficile de la réclamer comme bien matrimonial en vertu de la loi du Massachusetts. Mais nous devons être vigilantes car il a clairement une stratégie en tête. Cet après-midi-là, je passais en revue les mesures de sécurité avec ma banque quand Richard a appelé. J'ai répondu avec le même ton joyeux que j'avais toujours utilisé, dissimulant la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Je voulais juste voir si tu seras à la maison pour le dîner, a-t-il dit, sa voix décontractée et amicale, comme s'il n'avait pas comploté pour détruire mon indépendance financière la nuit précédente. Oui, je serai à la maison vers 18h, ai-je répondu, étonné de la normalité de ma voix. Super, à tout à l'heure. Je t'aime, a-t-il ajouté, des mots qui m'avaient autrefois rempli de joie sonnant maintenant creux et faux. Je t'aime aussi, ai-je répondu automatiquement, puis j'ai raccroché et me suis précipité aux toilettes, submergé par la nausée du mensonge que je venais de dire. Plus tard dans la journée, Richard est rentré plus tôt que prévu, me surprenant alors que je terminais un appel téléphonique avec Julia. J'ai rapidement dit au revoir sans mentionner de nom, mais l'expression de Richard m'a dit qu'il était méfiant. C'était qui, a-t-il demandé, son ton faussement léger, mais ses yeux vifs et attentifs. Juste une collègue avec une question sur la présentation de demain. J'ai menti, détestant la personne que je devenais en réponse à sa tromperie, mais sachant que je devais me protéger. Un instant, j'ai cru qu'il m'avait cru, mais il a alors repéré la carte de visite de Julia partiellement visible sous des papiers sur le comptoir. Il l'a saisie avant que je puisse réagir, son visage s'assombrissant en lisant son nom et son titre. « Pourquoi parles-tu à une avocate spécialisée en divorce » a-t-il exigé, sa voix montant à chaque mot. Son visage s'est tordu de rage, une facette de lui que je n'avais entrevue que par éclair auparavant. La confrontation qui a suivi a été l'expérience la plus effrayante de notre mariage. La façade soigneusement entretenue de Richard s'est complètement fissurée, révélant l'homme calculateur et vindicatif en dessous. « Si tu penses que tu peux me quitter et tout garder pour toi, tu te trompes lourdement, a-t-il sifflé, ses beaux traits tordus par la colère. Je prendrai tout, Agatha. La maison, les voitures, la moitié des actions de ton entreprise. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras de m'avoir jamais contrarié. Ces menaces ont confirmé tout ce que j'avais découvert, mais les entendre prononcer à voix haute m'a tout de même glacé le sang. Il ne s'agissait plus de sauver mon mariage. Il s'agissait de me protéger de quelqu'un qui avait prévu de me nuire financièrement depuis des mois, voire des années. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de gagner du temps en prétendant reconsidérer, suggérant que nous cherchions une thérapie de couple ensemble. Richard, croyant peut-être m'avoir effrayé au point de me soumettre, a accepté volontiers, revêtant à nouveau le masque du mari raisonnable et aimant quand cela convenait à ses fins. Pendant ce temps, j'ai pris des mesures pour sauvegarder ce que je pouvais, transférant des fonds sur des comptes auxquels Richard ne pouvait pas accéder. Cependant, lorsque j'ai tenté de déplacer une somme plus importante, j'ai découvert que Richard avait déjà restreint mon accès à plusieurs de nos comptes d'investissement conjoints, utilisant ses relations juridiques pour placer des blocages administratifs que même moi, en tant que titulaire principal du compte, ne pouvais pas lever sans sa signature. La prise de conscience que je perdais le contrôle de mon propre argent m'a plongé dans une panique comme je n'en avais jamais connue auparavant. Pour quelqu'un qui avait travaillé si dur pour atteindre l'indépendance financière, l'idée de se la voir retirée était plus terrifiante que n'importe quelle menace physique aurait pu l'être. Pendant tout ce temps, Richard m'observait avec le regard calculateur d'un prédateur traquant une proie blessée, semblant apprécier ma détresse croissante. Il a commencé à me presser de signer une série de documents qu'il prétendait être des mises à jour de routine de notre planification successorale. Chaque fois, je trouvais des excuses pour retarder, sachant que Julia avait besoin de plus de temps pour développer une contre-stratégie. Une nuit, Richard n'est pas rentré du tout. Mes appels tombaient directement sur sa messagerie vocale et un texto envoyé tard dans la soirée n'a reçu aucune réponse. J'ai passé la nuit à alterner entre l'inquiétude que quelque chose lui soit arrivé et la peur que ce soit une autre tactique de manipulation conçue pour me déstabiliser émotionnellement. Il est revenu le lendemain matin sans explication pour son absence, mais son comportement avait complètement changé. L'homme menaçant et en colère des jours précédents avait disparu, remplacé par le mari charmant et attentionné dont j'étais tombée amoureuse au début. Il a apporté des fleurs, s'est excusé pour son comportement récent et a promis que les choses seraient différentes à l'avenir.
Je suis sous tellement de pression avec le cabinet, a-t-il expliqué, ses yeux montrant une vulnérabilité qui semblait authentique. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, Agatha. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Nous sommes partenaires et j'apprécie tout ce que tu apportes à cette relation. Sa transformation soudaine était si convaincante que, pendant un bref instant, j'ai failli le croire. Presque. Mais j'avais vu derrière le masque maintenant, et aucune performance, aussi habile soit-elle, ne pouvait effacer ce que je savais de ses véritables intentions. Pourtant, j'ai joué le jeu, feignant d'être soulagée et reconnaissante pour ses excuses. Si Richard changeait de tactique, je devais comprendre pourquoi. Comme Julia m'en avait averti, le moment le plus dangereux dans des situations comme la mienne était souvent lorsque l'agresseur sentait qu'il perdait le contrôle et décidait d'essayer une approche différente. Je veux juste que nous soyons heureux à nouveau, lui ai-je dit, une demi-vérité plus facile à vendre qu'un mensonge complet. Le soulagement dans ses yeux a confirmé mes soupçons. Il croyait qu'il m'avait encore exactement là où il voulait, ignorant que sous mon extérieur apparemment docile, je me préparais pour la bataille à venir. Pendant la semaine suivante, Richard a maintenu sa façade aimante si convaincante que je me surprenais parfois à me demander si j'avais tout imaginé. Il m'apportait le café au lit, envoyait des fleurs à mon bureau, et a même suggéré que nous planifions des vacances aux Maldives pour nous reconnecter. Le contraste entre ce mari attentionné et l'homme menaçant de la semaine précédente était si frappant que c'était comme vivre avec quelqu'un atteint de dédoublement de personnalité. J'ai maintenu ma propre performance, souriant et acceptant ses gestes d'affection tout en continuant à travailler avec Julia en coulisses. Nous avions des appels quotidiens quand je pouvais parler en toute sécurité, généralement pendant mes pauses déjeuner au travail ou quand Richard était à la salle de sport. Julia rassemblait des preuves et se préparait à divers scénarios, y compris la possibilité que je doive demander le divorce et une ordonnance restrictive si les choses s'envenimaient. S'il se rend compte que tu as compris son jeu, les choses pourraient devenir rapidement dangereuses, m'a averti Julia lors d'un de nos appels. Les agresseurs financiers passent souvent à d'autres formes de contrôle lorsqu'ils sentent leur pouvoir leur échapper. La paix précaire entre Richard et moi a duré exactement 7 jours. La 8e nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin, consciente de l'absence de Richard de notre lit. C'était devenu assez courant, car ses habitudes de sommeil étaient devenues irrégulières, mais quelque chose m'a poussé à me lever et à le chercher. Je l'ai trouvé dans son bureau, la porte légèrement entr'ouverte, parlant à voix basse au téléphone. Je me suis approché, en veillant à rester hors de vue. « William, je comprends les risques, mais j'ai besoin que ce soit fait maintenant, » disait Richard, la tension évidente dans sa voix. Elle devient méfiante, et je ne peux pas me permettre d'attendre plus longtemps. J'ai immédiatement reconnu le nom. William était l'un des avocats les plus éminents de Boston, connu pour traiter des affaires financières complexes pour l'élite de la ville. Je l'avais rencontré une fois lors d'une réception de charité et l'avais trouvé intimidant, un homme dont l'intellect acéré n'avait d'égal que sa réputation d'impitoyable dans les prétoires. « Je te le dis, Richard, » a répondu sa voix claire à travers le haut-parleur, « ce que tu proposes est à la limite de la légalité. Si elle conteste ces transferts ou prétend avoir signé sous la contrainte, tu pourrais faire face à de graves conséquences. » Richard a ri avec dédain. Elle ne contestera rien. Elle est trop amoureuse de moi pour se défendre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'elle signe les papiers, transférant la maison et les comptes principaux. Une fois que ce sera fait, nous pourrons passer au reste du plan. Mon sang s'est glacé à la manière calculée dont il discutait de notre relation, comme si mon amour n'était qu'une faiblesse à exploiter plutôt que quelque chose à chérir. As-tu pensé à ce que cela fera à ta réputation si cela devient public ? A demandé. Même si tu réussis sur le plan juridique, les retombées professionnelles et sociales pourraient être dévastatrices. Au moment où quelqu'un réalisera ce qui s'est passé, je serai suffisamment en sécurité financièrement pour que la réputation n'ait plus d'importance, a répondu Richard avec une confiance glaçante. D'ailleurs, qui la croira ? Je ferai en sorte qu'elle ait l'air instable et financièrement irresponsable. C'est ma parole contre la sienne, et je suis un avocat respecté. Je me suis retiré en silence, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende. La cruauté désinvolte avec laquelle Richard discutait de la destruction non seulement de ma sécurité financière, mais aussi de ma réputation, m'a laissé sans voix, sous le choc et la peur. Une fois de retour en sécurité dans la chambre d'amis, j'ai envoyé un texto à Julia malgré l'heure tardive. Besoin de se voir demain à la 1e heure. Urgence. Elle a répondu immédiatement. Mon bureau 7 heures. J'ai à peine dormi cette nuit-là,
restant éveillé et revivant chaque moment de ma relation avec Richard, cherchant les signes que j'avais manqués. Y avait-il eu des signaux d'alarme depuis le début? Toute notre relation était-elle basée sur le calcul et la tromperie? La pensée que l'amour que j'avais ressenti si profondément n'ait pu être qu'un piège élaboré était presque trop douloureuse à supporter. À 6h30 le lendemain matin, j'ai dit à Richard que j'avais une réunion matinale et j'ai quitté la maison avant qu'il ne soit complètement réveillé. 30 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de Julia, racontant la conversation que j'avais entendue. « Cela change tout », a dit Julia d'un air sombre après que j'ai fini. William ne s'implique que s'il y a des actifs importants en jeu et un client prêt à jouer dur. Le fait que même lui exprime des inquiétudes quant à l'approche de Richard me dit qu'il prépare quelque chose de particulièrement agressif. Quelles sont mes options, ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Julia s'est penchée en avant, son expression sérieuse mais déterminée. Il y a une stratégie que nous pourrions employer, mais elle est risquée. Il s'agirait de donner l'impression de donner à Richard exactement ce qu'il veut, mais avec un piège juridique soigneusement élaboré intégré dans la documentation. Elle a expliqué les détails du plan, une contre-attaque audacieuse qui utiliserait les propres tactiques de Richard contre lui. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange d'admiration pour l'ingéniosité de Julia et de peur face aux enjeux élevés. Si le plan échouait, je pourrais tout perdre. S'il réussissait, je serais libéré de Richard, mais je devrais reconstruire une grande partie de ma vie à partir de zéro. Penses-tu que ça marchera? Ai-je demandé quand elle a fini d'expliquer. Julia a réfléchi un instant avant de répondre. Richard compte sur ton ignorance des questions juridiques et sur ton attachement émotionnel à lui. Il ne croit pas que tu te défendras efficacement. Cette sous-estimation nous donne un avantage. Mais Agatha, j'ai besoin que tu sois certaine que c'est ce que tu veux. Une fois que nous aurons mis cela en branle, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé à l'homme que j'avais épousé, à l'avenir que j'avais imaginé pour nous, et à la trahison qui avait brisé ses rêves. J'ai pensé à mes parents qui avaient travaillé si dur pour me donner des opportunités, et comment ils m'avaient appris à me défendre. J'ai pensé aux années de travail et de sacrifice qui avaient été nécessaires pour bâtir ma carrière et ma sécurité financière. Faisons-le, ai-je dit finalement. Je préfère tout perdre en me battant pour ce qui m'appartient plutôt que de vivre un jour de plus avec quelqu'un qui ne me voit que comme une ressource à exploiter. Le plan nécessitait une préparation méticuleuse. Julia et moi avons travaillé toute la journée à rédiger des documents, à consulter des experts financiers et à établir des canaux de communication sécurisés. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, tout était en place. Maintenant, il me suffisait que Richard fasse son mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, Richard a annoncé qu'il avait rédigé de nouveaux documents de planification successorale qui nécessitaient ma signature. Pour notre sécurité future, a-t-il expliqué avec un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Puis-je les examiner d'abord, ai-je demandé, feignant l'intérêt désinvolte de quelqu'un qui n'avait aucun soupçon. Bien sûr, chérie, a-t-il répondu doucement. Ils sont assez standards, mais n'hésite pas à les parcourir. Je serai dans mon bureau quand tu seras prête à signer. Les documents étaient exactement ce que j'attendais, d'après la conversation que j'avais entendue, transfert de titres de propriété, formulaire de procuration et modification de nos comptes financiers qui donneraient à Richard un contrôle total. En lisant les pages de jargon juridique, je me suis émerveillé de l'audace de son plan et de la confiance qu'il devait avoir en mon ignorance ou ma confiance. Au bout d'1 heure, j'ai apporté les papiers à son bureau, après avoir fait mine de les lire attentivement. Richard m'a observé avec une anticipation à peine dissimulée, un prédateur sur le point de faire tomber son piège, ignorant que c'était lui qui était conduit dans une embuscade. Tout semble en ordre, ai-je dit, ma voix ne trahissant rien du tumulte que je ressentais. J'ai juste une petite suggestion pour cette section-ci. J'ai indiqué un passage enfoui au cœur du document, une clause apparemment anodine sur les droits de transfert de propriété. Richard y a à peine jeté un coup d'œil, son empressement à conclure la transaction l'emportant sur sa rigueur habituelle. C'est juste un langage de clarification, ai-je expliqué, pour s'assurer que le processus de transfert se déroule sans accroc avec la banque. Richard a hoché la tête avec impatience. Bien, bien. Nous pouvons ajouter ça. Ça ne change rien de substantiel. Si seulement il savait à quel point il avait tort. L'amendement que Julia avait conçu deviendrait la cheville ouvrière de notre contre-stratégie, un fil-piège juridique que Richard, dans son arrogance, était sur le point de déclencher lui-même. Alors qu'il faisait le changement et imprimait une nouvelle copie du document,
je me suis préparé pour ce qui allait arriver. Les prochaines heures détermineraient le cours de mon avenir, et je devais jouer mon rôle à la perfection. Richard m'avait sous-estimé depuis le début, ne voyant que ce qu'il voulait voir, une femme brillante mais juridiquement naïve qui pouvait être manipulée par ses émotions. Il était temps de lui montrer à quel point il s'était trompé. Les documents modifiés reposaient sur le bureau en acajou entre nous, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers la pièce. Richard les a fait glisser vers moi avec un stylo Mont Blanc que je lui avais offert pour notre premier anniversaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Juste quelques signatures et tout sera réglé, a-t-il dit, sa voix douce, mais ses yeux durs et calculateurs. J'ai marqué tous les endroits où tu dois signer. J'ai pris le stylo, sentant son poids dans ma main. Un bref instant, j'ai pensé à tous les chemins différents que ma vie aurait pu prendre, à tous les choix qui m'avaient mené à ce moment précis. J'ai pensé à la jeune fille de Pennsylvanie qui avait rêvé d'indépendance financière, n'imaginant jamais que sa plus grande menace viendrait de l'homme qu'elle avait choisi pour partager sa vie. Richard a pris mon hésitation pour de la réticence. Son comportement a changé instantanément, le masque du mari inquiet tombant pour révéler le manipulateur froid en dessous. Signe ou dégage, s'est-il moqué, agitant les papiers devant moi. Sa voix avait perdu toute prétention d'affection. C'est ma maison maintenant. J'ai regardé autour de moi les moulures sculptées à la main que j'avais admirées lors de ma première visite, la cheminée en marbre que j'avais restaurée, les étagères sur mesure que j'avais commandées à un artisan local. Chaque centimètre de cette maison représentait mon travail acharné, mes rêves, mon succès. Ta maison, ai-je demandé doucement. J'ai payé cette maison entièrement avec mon propre argent avant même que nous soyons mariés. Le titre de propriété est à mon seul nom. Le sourire de Richard était laid, triomphant. Plus pour longtemps. Une fois que tu auras signé ces papiers, tout change. J'ai été patient, Agatha, plus patient que tu ne le mérites. Maintenant, il est temps que tu fasses ce qu'on te dit. Ces mots flottaient dans l'air entre nous. La menace était sans équivoque. À cet instant, j'ai vu avec une clarté parfaite l'homme que j'avais épousé, non pas le partenaire de soutien que j'avais cru être, mais un prédateur qui m'avait ciblé pour mes actifs depuis le tout début. Avec des mains stables qui m'ont même surprise, j'ai commencé à signer les documents, une page après l'autre. Richard regardait avec une joie à peine dissimulée, calculant sans doute déjà la richesse qui serait bientôt sous son contrôle. Quand je suis arrivé à la dernière page, j'ai fait une nouvelle pause, croisant son regard directement pour peut-être la première fois depuis des semaines. J'ai signé mon nom avec un paraphe, puis j'ai refermé le stylo et l'ai placé précisément au centre du document. Fini, ai-je dit simplement en me levant de ma chaise. Le triomphe dans l'expression de Richard était écœurant à voir. Il a rassemblé les papiers, possessif, se détournant déjà de moi, comme si je n'avais plus d'importance maintenant que j'avais rempli mon rôle. Dans un geste que j'avais planifié avec Julia, mais qui m'a semblé étonnamment naturel sur le moment, j'ai sorti mes clés de maison de mon sac à main et les ai posées sur la table avec un léger cliquetis. Richard s'est retourné, la confusion traversant brièvement ses traits. « Qu'est-ce que tu fais ? Puisque la maison n'est plus à moi, je ne devrais pas garder les clés, ai-je répondu, ma voix stable malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. J'ai déjà fait un sac. Je vais loger ailleurs ce soir. Maintenant, Richard semblait incertain pour la première fois. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait, pas les larmes ou les supplications qu'il avait sans doute anticipées et peut-être même espéré voir. Ne sois pas dramatique, Agatha, a-t-il dit, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Tu n'as pas besoin de partir. C'est juste une formalité légale pour des raisons fiscales. Le mensonge était si flagrant, si insultant pour mon intelligence que j'ai presque ri. Au lieu de ça, j'ai simplement pris mon sac à main et je me suis tourné vers la porte. J'ai senti sa main saisir mon bras, me faisant pivoter pour lui faire face. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité et des premiers signes d'alarme. Où crois-tu aller ? C'est ridicule. Nous devons discuter de cela comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, Richard, ai-je répondu doucement mais fermement, en retirant sa main de mon bras. Tu voulais la maison et les comptes. Maintenant, ils sont à toi. J'espère qu'ils t'apporteront le bonheur que tu sembles penser qu'ils te procureront. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, je l'ai entendu me suivre, son attitude confiante s'effondrant alors qu'il réalisait que son plan soigneusement élaboré ne se déroulait pas comme prévu. J'avais signé les papiers, oui, mais mon acceptation calme et mon départ immédiat ne faisaient pas partie de son scénario. Agatha,
arrête ces bêtises tout de suite, a-t-il exigé, sa voix montant. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Je me suis arrêté à la porte, me retournant pour lui faire face une dernière fois. L'homme qui se tenait devant moi était un étranger, ses beaux traits tordus par la frustration et la prise de conscience naissante que quelque chose n'allait pas. Au revoir, Richard, ai-je dit simplement, puis j'ai franchi la porte et l'ai refermée derrière moi. Dans ma voiture garée au bout de l'allée, j'ai finalement laissé les larmes couler. Non pas des larmes de défaite ou de désespoir, mais de libération. Pendant des mois, j'avais vécu avec un sentiment croissant d'effroi, essayant de concilier le mari aimant que je pensais avoir avec l'étranger manipulateur qu'il s'était révélé être. Maintenant, enfin, la comédie était terminée. Le chemin à parcourir serait difficile, mais ce serait à moi de le choisir. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel où Julia m'avait réservé une chambre, m'enregistrant sous un nom que Richard ne penserait pas à chercher. Alors que je m'installais dans le confort anonyme de la suite d'hôtel, j'ai envoyé un bref texto à Julia. C'est fait. Sa réponse est venue immédiatement. Repose-toi. Demain sera intéressant. Cette nuit-là, seul dans la chambre inconnue, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais repris le contrôle de ma propre histoire. Richard m'avait sous-estimé depuis le début, ne voyant que ce qu'il voulait voir. Demain, il découvrirait à quel point cette erreur lui avait coûté cher. L'appel de Julia est arrivé juste après 9 heures le lendemain matin. J'étais réveillé depuis l'aube, alternant entre des moments de doute et des vagues de clarté stimulantes. Lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom, j'ai répondu immédiatement. Ça se passe exactement comme nous l'avions prédit, a-t-elle dit sans préambule, sa voix vibrante d'une excitation maîtrisée. William vient d'appeler Richard. Apparemment, la conversation a été assez animée. Dis-moi tout, ai-je dit en me redressant dans le fauteuil de l'hôtel. Et a examiné les documents ce matin et a découvert notre petit ajout, a expliqué Julia. La clause d'option de rachat que nous avons insérée te permet de racheter la propriété pour 20% de sa valeur marchande à tout moment dans les 5 prochaines années. Richard était si impatient d'obtenir ta signature qu'il n'a jamais remarqué le changement, même s'il a paraphé juste à côté. J'ai fermé les yeux, un soulagement m'envahissant. La clause avait été notre plus grand pari. Enfouie dans le langage juridique dense du document de transfert de propriété, elle établissait mon droit de racheter le manoir pour une fraction de sa valeur. Comme Richard était si concentré sur l'obtention du contrôle de la propriété, il avait manqué le piège qui allait finalement me la rendre. Et furieux, a poursuivi Julia avec une satisfaction non dissimulée. Apparemment, ces mots exacts à Richard ont été « Avez-vous la moindre idée accent aigu DECE que vous venez de la laisser faire ?» L'image du visage de Richard, alors qu'il réalisait son erreur, ne m'a apporté aucune joie, seulement un sentiment de justice. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de récupérer ce qui m'appartenait de droit. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous avons déjà déposé les documents pour exercer ton option de rachat, a répondu Julia. Elle essaie de le contester, bien sûr, mais la documentation est en béton. Richard a non seulement signé, mais il a paraphé la clause même qui défait tout son plan. Aucun juge ne statuera en sa faveur, surtout une fois que nous aurons présenté les preuves de ces tentatives de te manipuler pour que tu signes. Nous avions convenu de nous rencontrer au bureau de Julia à 11 heures pour examiner les prochaines étapes. En m'habillant avec l'une des rares tenues professionnelles que j'avais pensé à emporter, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené à ce point. La révélation douloureuse de la vraie nature de Richard avait été dévastatrice, mais elle m'avait aussi forcé à retrouver la force et l'indépendance qui m'avaient défini avant notre mariage. Le bureau de Julia était une ruche d'activité quand je suis arrivé. Des assistants juridiques se déplaçaient avec détermination entre les bureaux, portant des documents et parlant à voix basse et pressée. Julia m'a accueilli à la réception, son comportement professionnel habituel illuminé par un sourire de satisfaction sincère. Richard et attendent dans la salle de conférence, m'a-t-elle informé. Es-tu prête pour ça? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma veste et j'ai hoché la tête. Aussi prête que je ne le serai jamais. La salle de conférence est devenue silencieuse à notre entrée. Richard était assis au fond de la table, son apparence normalement impeccable montrant des signes de tension. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise chair froissée comme s'il avait dormi dedans. À côté de lui, William avait l'air sombre, son légendaire sang-froid visiblement ébranlé. Merci de nous rencontrer, a commencé Julia formellement en prenant sa place en face de Hay.
Nous croyons que nous pouvons résoudre cette affaire efficacement si tout le monde est prêt à être raisonnable. C'est scandaleux, a éclaté Richard, incapable de se contenir. Elle m'a piégé pour que je signe ces papiers. C'est de la fraude. Et a posé une main apaisante sur le bras de Richard, mais sa propre expression n'était guère plus composée. Mademoiselle Bennett, a-t-il dit en s'adressant à Julia, votre cliente a inséré une clause dans un document juridique sans divulgation appropriée. Aucun tribunal ne maintiendra une tactique aussi sournoise. Julia a souri agréablement, comme s'il ne discutait de rien de plus litigieux que de la météo. En fait, monsieur Hay, chaque modification du document a été dûment paraphée par votre client. La clause n'a été ni cachée ni déformée. Si monsieur Anderson n'a pas lu ce qu'il signait, cela ne constitue guère une fraude de notre part. Elle a ouvert un dossier et a fait glisser plusieurs documents sur la table. De plus, nous avons des preuves substantielles que monsieur Anderson s'est engagé dans un schéma de violence financière et de tentative de coercition. Ce sont des copies de dossiers financiers et de déclarations de témoins que nous sommes prêts à soumettre au tribunal si nécessaire. Le visage de Richard a blêmi alors qu'il jetait un coup d'œil au document. Je savais ce qu'il contenait. Des preuves de ses tentatives systématiques de prendre le contrôle de mes finances, des enregistrements de ses menaces, des témoignages d'amis qui avaient été témoins de son comportement de contrôle. Le dossier que Julia avait monté était dévastateur. Que voulez-vous ? A demandé, son ton sec mais pragmatique. L'avocat légendaire limitait les dégâts, reconnaissant que la situation avait basculé de manière irrévocable en notre faveur. Julia a exposé nos conditions. J'exercerai mon option de rachat de la maison. Richard renoncerait à toute prétention sur mes biens personnels et mes intérêts commerciaux. En retour, nous ne poursuivrions pas d'action en justice pour sa tentative de manipulation financière, lui permettant de sauver ce qui restait de sa réputation professionnelle. Pendant que Julia parlait, j'ai regardé le visage de Richard, cherchant un signe de l'homme que j'avais cru épouser. Il n'y avait rien de familier dans ses yeux froids ou la ligne amère de sa bouche. Cet homme avait-il jamais existé, ou avait-il été une illusion soigneusement élaborée depuis le début ? Les négociations se sont poursuivies pendant plus de 2 heures, et s'efforçant de sauver ce qu'il pouvait pour son client, tandis que Richard alternait entre un silence maussade et des éclats d'indignation. En début d'après-midi, nous étions parvenus à un accord qui protégeait mes intérêts, tout en permettant à Richard de s'en aller sans l'humiliation publique d'un procès. Alors que nous nous préparions à partir, Richard s'est soudainement adressé à moi directement pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. « Tu le regretteras, Agatha » a-t-il dit, sa voix basse et venimeuse. « Je t'aimais, et c'est comme ça que tu me le rends. » Je l'ai regardé longuement, le voyant clairement enfin. « Non, Richard, tu ne m'as jamais aimé, » ai-je répondu doucement. « Tu as aimé ce que je pouvais te donner. Il y a une différence. » Son visage a rougi de colère, mais avant qu'il ne puisse répondre, et est intervenu, le traînant pratiquement hors de la pièce. Alors que la porte se fermait derrière eux, j'ai senti un poids se lever de mes épaules, comme si j'avais porté un fardeau si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles mais libératrices. J'ai réemménagé dans ma maison, qui semblait différente maintenant, à la fois souillée par les souvenirs douloureux de mon mariage, et reconquise comme véritablement mienne. J'ai changé les serrures, redécoré les espaces qui contenaient trop de souvenirs de Richard, et j'ai progressivement commencé à reconstruire mon sentiment de sécurité. Ma carrière, qui avait souffert pendant les derniers mois tumultueux de mon mariage, est devenue une source de but et de joie renouvelée. Je me suis lancé dans de nouveaux projets, ma créativité et ma confiance s'épanouissant librement maintenant que je ne marchais plus sur des œufs à la maison. La guérison des blessures émotionnelles a été plus lente et plus complexe. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur froide, hanté par la prise de conscience de la proximité à laquelle j'étais passé de tout perdre. Il y a eu des moments d'auto-incrimination où je me suis demandé comment j'avais pu être si aveugle à la vraie nature de Richard. Mais progressivement, avec l'aide de la thérapie et le soutien d'amis qui m'ont accueilli à nouveau dans leur vie, j'ai commencé à me pardonner d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas cette confiance. 6 mois après la confrontation dans le bureau de Julia, j'ai créé la Fondation pour l'indépendance financière, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les femmes à reconnaître et à échapper aux relations financièrement abusives. La Fondation a fourni une éducation sur les signes avant-coureurs du contrôle financier, une assistance juridique pour celles qui tentent de protéger leurs actifs, et des subventions d'urgence pour les femmes qui avaient besoin d'un soutien financier immédiat pour quitter des situations dangereuses. Grâce à ce travail,
j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des trahisons similaires, des femmes de tous horizons, dont les histoires faisaient écho à des aspects de la mienne. En les aidant à retrouver leur indépendance, j'ai trouvé un sens plus profond à la douleur que j'avais endurée. Ce que Richard avait l'intention de me briser avait au contraire révélé des forces que je ne savais pas que je possédais. En regardant en arrière maintenant, je peux voir les signaux d'alarme que j'ai manqués ou que j'ai choisi d'ignorer. Le passage subtil de l'admiration de mon succès au ressentiment de mon indépendance, l'isolement progressif des amis et de la famille, les tentatives croissantes de contrôler et de surveiller mes finances. Ce n'étaient pas simplement des défauts de personnalité ou des réactions au stress, mais des étapes calculées dans un schéma de violence qui avait été déguisé en amour et en préoccupation. La leçon la plus profonde que j'ai apprise à travers cette expérience n'était pas sur Richard ou même sur la sécurité financière, mais sur la confiance en moi. La voix de l'intuition que j'avais fait taire lorsqu'elle essayait de m'avertir du danger est maintenant mon guide le plus précieux. J'ai appris à écouter cette voix, à honorer mes propres perceptions, même lorsque les autres essaient de me convaincre qu'elles sont fausses. Le véritable amour, je le comprends maintenant, ne vous demande jamais de vous diminuer ou de renoncer à votre autonomie. Il ne voit pas votre force comme une menace ou votre succès comme quelque chose à contrôler. Un véritable partenariat célèbre l'indépendance plutôt que de la saper, soutient la croissance plutôt que de la restreindre. Le voyage depuis ce jour terrible où Richard a exigé que je cède ma maison jusqu'à aujourd'hui a été long et souvent douloureux. Il y a eu des moments où il aurait été plus facile de se rendre, de croire que la paix valait n'importe quel prix. Je suis profondément reconnaissante d'avoir trouvé le courage de me battre à la place, non seulement pour mes biens matériels, mais pour mon droit de déterminer mon propre avenir. Parfois, l'acte le plus puissant n'est pas de s'accrocher mais de lâcher prise. Quand j'ai posé ces clés sur la table et que j'ai quitté ma maison, je ne me rendais pas, mais je faisais une retraite stratégique qui a finalement mené à la victoire. Parfois, nous devons être prêts à lâcher ce qui nous importe sur le moment pour récupérer ce qui compte le plus à long terme. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour récupérer ce qui vous revenait de droit, j'espère qu'elle vous donnera du courage. Avez-vous déjà dû abandonner quelque chose pour finalement gagner? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. N'oubliez pas que votre indépendance financière vaut la peine d'être protégée et que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Merci de m'avoir rejointe dans ce voyage et je vous souhaite la sagesse de reconnaître un véritable partenariat et la force de n'accepter rien de moins.